Rien ne bougeait que le silence blanc et infini qui s'étendait jusqu'à se dissoudre dans les limites gelées du monde lui-même. L'intérieur était ouvert et vide d'une vaste étendue de neige et de glace qui engloutissait le son et le temps. Marty consulta sa montre plissant les yeux face à la pâle lueur du petit jour. Il faisait à peine jour, mais cela faisait déjà des heures qu'il roulait s'enfonçant dans un pays si éloigné et si peu marqué que même les cartes semblaient en oublier l'existence. C'est ce qu'il préférait, l'isolement. Le calme durement acquis qui ne vient qu'après des années d'apprentissage de la survie où les erreurs sont punies rapidement et sans pitié. Ici, la solitude n'était pas la solitude, c'était la paix gagnée par l'endurance. Pourtant, quelque chose ne tournait pas rond aujourd'hui. Ni dramatique ni soudain, mais tout de même présent. Une oppression persistait dans sa poitrine subtile mais persistante. Un léger bourdonnement reposait à la base de son crâne comme une vibration lointaine qu'il pouvait sentir mais pas entendre. Il ne pouvait pas mettre un nom dessus, et cela le troublait plus que la peur. La terre parlait, et il n'aimait pas ce qu'elle disait. Il descendit de cheval et se dirigea vers la vieille boîte de la ligne de piégeage, à moitié enterrée dans une congère où le vent avait sculpté la neige en crêtes acérées. La boîte était un petit support en bois renforcé par des supports métalliques et patiné par des décennies de tempêtes. À l'intérieur, elle contenait des fournitures et des notes pour cette section éloignée de sa ligne, un avant-poste tranquille de l'ordre dans une nature autrement indifférente. Marty l'avait construite lui-même il y a de nombreuses années. Il en connaissait chaque clou, chaque couture déformée. Il pourrait l'ouvrir les yeux bandés s'il le fallait. Aujourd'hui cependant, il avançait plus lentement balayant le givre avec le dos de son gant, ses mouvements étant délibérés. Lorsqu'il souleva le couvercle, les charnières gémirent avec une réticence inconnue comme si la boîte elle-même hésitait, résistant à l'acte de révéler ce qui se trouvait à l'intérieur. Ses yeux se sont rétrécis et son corps s'est immobilisé. La boîte n'était pas la bonne. Là où il aurait dû y avoir des flacons d'appât de rechange du fil de fer bien enroulés, quelques pièges soigneusement empilés et un carnet plié l'intérieur étaient dérangés. Des objets manquaient. D'autres étaient déplacés, retournés comme si quelqu'un les avait fouillés à la hâte. Au centre de la boîte se trouvait quelque chose qui ne lui appartenait pas, quelque chose qu'il n'avait jamais vu au cours de toutes ces années de vie et de travail sur cette terre. Marty se rapprocha son souffle, embrumant l'air devant son visage. C'était un cylindre de métal à peu près de la longueur de sa main. La surface d'acier était brûlée et déformée d'un côté, comme si elle avait été exposée à une chaleur bien supérieure à tout ce qui est naturel ici. Il s'approcha et le souleva avec précaution. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air. Froid, mais pas le froid ordinaire du métal laissé en hiver. Ce froid semblait délibéré, intentionnel. La surface était marquée non pas rayée ou endommagée par hasard, mais inscrite. Les marques formaient des formes qui suggéraient des symboles plutôt que des lettres, des motifs qui semblaient se déplacer et se réarranger en fonction de la façon dont la faible lumière du matin les frappait. Il tourne lentement le cylindre et une légère vibration se propage dans son gant. Marty Seraidit. Il ne s'agissait pas d'un équipement déposé par un autre trappeur. Aucun chasseur, chercheur ou prospecteur ne transportait quoi que ce soit de semblable. Il avait passé sa vie dans des endroits sauvages et avait manipulé tout ce qu'il y avait à manipuler, de l'épave d'avion tordue aux étiquettes de carcasses fondues. Rien de ce qu'il avait touché ne lui paraissait à peu près semblable. Son instinct aiguisé par des décennies passées à survivre à la frontière de l'Alaska se réveilla brusquement, sonnant dans son esprit comme une sonnette d'alarme. Il replaça le cylindre dans la boîte mais laissa sa main posée dessus, s'ancrant dans le sol alors qu'il essayait de comprendre ce à quoi il était confronté. Autour de lui, le paysage enneigé semblait devenir encore plus silencieux, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Il ne bougea pas pendant un long moment, puis un déclic s'est produit à l'intérieur de la boîte. C'était un son doux, presque délicat, un son mécanique qui lui rappelait une respiration. Marty retira sa main. Le cylindre roula légèrement, se déplaçant de lui-même, comme s'il s'éveillait du sommeil. C'est alors qu'il a remarqué le tissu. Dans le coin le plus éloigné de la boîte se trouvait un petit morceau rigide et partiellement enfoncé dans la glace. Il le ramassa avec précaution. On aurait dit un morceau de gant, pas le sien. Il ne provenait d'aucun de ses équipements. Une légère trace de cramoisie était enfermée dans les fibres préservées par le froid. Marty sentit les battements de son cœur ralentir à un rythme mesuré et délibéré. Ici, le sang ne signifie qu'une poignée de choses. La blessure, une lutte, ou quelque chose de bien pire. Il se retourna lentement, scrutant la ligne des arbres.
Les ombres entre les épicéas semblaient soudain plus profondes, plus lourdes, presque observatrices. Quelqu'un était venu ici récemment. Dans les heures qui suivaient, peut-être moins. Quelqu'un qui n'avait pas voulu être vu. Il se retourne vers le cylindre. Un autre bourdonnement sourd semblait s'en échapper, à peine perceptible. Il ne pouvait dire si le son était réel ou s'il s'agissait d'une ruse de ses nerfs. Dans des moments comme celui-ci, la frontière entre l'instinct et la peur s'estompait dangereusement. Il sortit son carnet de notes de son manteau et écrivit rapidement son crayon raide dans le froid. Les coordonnées, l'état de la boîte, les fournitures manquantes, l'objet inconnu, le bout de tissu. Il s'arrêta survolant la page alors qu'une dernière pensée s'imposait à son esprit. Quelqu'un a trafiqué ma ligne. Il ne l'a pas écrit, pas encore. Il a fermé le carnet et l'a rangé. La frontière enseigne de dures leçons. L'indépendance est un cadeau, mais elle s'accompagne de responsabilités. Certains problèmes exigent de la patience, de l'observation et du temps. Marty lève son regard vers le ciel d'un bleu pâle qui s'étire finement au-dessus de la terre gelée. Il décide de vérifier le prochain piège de la ligne. S'il y a d'autres signes de perturbation, il ne s'agit pas d'un incident isolé. Il souleva à nouveau le cylindre, l'enveloppa dans un tissu et le fixa solidement à son sac. Chaque partie de lui résistait à l'idée de le prendre, mais il savait que ce serait une erreur de laisser quelque chose comme ça derrière lui. Il ferma son manteau, démarra la machine à neige et s'enfonça plus profondément dans la nature. Le grondement du moteur résonnait dans la vallée gelée, seul bruit humain, à des kilomètres à la ronde. Chaque minute qui passait, le poids de l'objet inconnu pesait de plus en plus lourd sur son dos. Marty continuait à scruter les arbres, la conscience aiguisée. Il était maintenant certain que ce qui avait visité sa ligne de piège n'était pas allé bien loin. Alors que la machine creusait un étroit sentier dans la neige vierge, il ne pouvait se défaire du sentiment que la nature sauvage, habituellement son allié, lui cachait quelque chose. Comme si la terre elle-même savait ce qu'il transportait et le désapprouvait. La machine à neige ralentit et s'arrête au prochain site de piégeage, un virage étroit où les épicéas s'éclaircissent et où le sol s'incline vers un ruisseau gelé. Marty Maiorotto descend et écoute. Le silence ici semble différent, plus lourd qu'auparavant. Elle s'y presse avec attente, comme si la terre attendait qu'il confirme quelque chose qu'elle avait déjà compris. Il s'agenouille à côté du premier piège et enlève une couche de givre. Immédiatement, il le voit. Le piège s'est refermé, mais pas par lui. La chaîne était mal enroulée. La tension de la gâchette était mauvaise. Quelqu'un qui ne connaissait pas son système avait essayé de l'imiter, travaillant rapidement dans le froid et devenant négligent. Marty se pencha plus près et remarqua une empreinte peu profonde dans la neige à proximité. Ce n'était pas une trace d'animal, ni une empreinte de botte qu'il reconnaissait. La forme était incomplète aux arêtes vives, presque géométriques. Il la suivit jusqu'à une autre marque, puis une autre. Ensemble, elles formaient une ligne qui se faufilait entre les arbres. Quelque chose se creuse dans sa poitrine. Des traces signifiaient une présence. Une présence signifiait une proximité. Et une proximité signifiait un danger dans un endroit où les secours étaient à des jours de distance. Il balaya à nouveau la zone du regard. La forêt semblait anormalement calme. Même les corbeaux ont disparu. Marty sortit son fusil de sa bandoulière et vérifia la chambre. Le métal était tiède à cause de la chaleur de son corps, un réconfort tranquille contre le froid. Il ne le leva pas, mais le garda prêt à l'emploi alors qu'il se dirigeait vers la ligne d'arbres. Les traces se virent brusquement et disparurent en derrière un épicéa tombé. Il grimpa sur le tronc et s'arrêta. Au-delà, les empreintes étaient plus profondes maintenant, comme si celui qui les avait laissées avait porté un poids. C'est alors qu'il l'entendit. Un léger tintement métallique lointain mais indéniable résonne quelque part au fond des bois. Ce n'était pas un son que la nature sauvage émettait. Les muscles de Marty se tendirent, il se baissa légèrement et écouta à nouveau. Il n'y eut pas d'écho, juste la longue inspiration de la nature sauvage. Il continua avançant lentement, chaque pas délibéré. Il avait passé la plus grande partie de sa vie dans un pays qui punissait l'excès de confiance. C'est pourquoi il n'ignorait jamais les petits détails. Aujourd'hui, ces détails ressemblaient à des indices dans un puzzle qu'il n'avait pas accepté de résoudre. Il suivit le sentier jusqu'à ce qu'il se termine brusquement au ruisseau gelé. La glace s'étendait lisse et pâle, reflétant la faible lumière du matin. Sur la surface reposait un objet unique, une bande de métal pas plus grande qu'un doigt. Elle portait le même motif étrange que le cylindre dans son sac. Marty s'arrêta à quelques pas de là, le pouls régulier mais fort. Quelqu'un l'avait fait tomber ou l'avait placé intentionnellement. L'une ou l'autre possibilité le troublait. Il s'est approché lentement, a tendu la main pour la ramasser, puis a hésité. Il s'est servi d'un bâton et a poussé la pièce vers lui.
Elle n'a pas fait de bruit glissant sur la glace comme si elle ne pesait presque rien. Lorsqu'il toucha sa botte, le motif scintilla faiblement. Marty le fixa, ne voulant pas se fier à ses yeux. Il s'accroupit et l'étudia sans le toucher. Les marques étaient un complexe disposées dans des angles précis qui lui rappelaient des circuits imprimés ou de vieux schémas de machiniste, mais elles n'appartenaient à rien de ce qu'il avait travaillé. Il avait réparé toutes sortes d'équipements de plein air dans la brousse, mais rien ne ressemblait à cela. Il envisagea la possibilité d'un équipement militaire, mais les formes étaient trop inhabituelles et l'artisanat trop raffiné. Il jeta un coup d'œil vers la lisière des arbres. Quelqu'un était là et perdait des morceaux de quelque chose qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Il enveloppa le fragment dans un tissu et le plaça dans une poche séparée. Le poids du cylindre inconnu dans son sac sembla augmenter en réponse, comme si les deux objets se reconnaissaient l'un l'autre. Cette pensée le troubla. Il se leva et respira lentement. L'air avait un goût différent, plus vif, teinté d'une légère odeur métallique qu'il n'avait pas remarquée plus tôt. Il ne pouvait pas dire si elle provenait du ruisseau ou des objets qu'il portait maintenant. Marty se retourna pour revenir sur ses pas, mais il vit alors quelque chose qui le fit s'arrêter. Sur la glace près de la rive opposée, la neige était troublée. Ce n'étaient ni des empreintes de pas, ni des marques de glissement. La forme était large et irrégulière, comme si un grand conteneur ou une caisse avait été posé. Il marcha prudemment sur la glace, testant chaque pas. Arrivé sur place, il s'agenouille à nouveau et écarte la fine croûte de neige. Sous celle-ci se trouve une dépression au bord rectiligne, faite par l'homme. Quelque chose de gros avait été placé ici, gardé ici, puis traîné au loin. Il suivit les traces de traînée sur plusieurs mètres jusqu'à ce que le sentier se termine près d'un amas de rochers. À cet endroit, les marques se sont tout simplement arrêtées. Il a fait des cercles de plus en plus larges autour de la zone, à la recherche d'une quelconque continuation. Mais la neige était immaculée. C'était comme si ce qui avait été déplacé s'était évanoui dans l'air. Marty resta immobile un long moment. Son souffle se transforma en vapeur et s'éleva vers le haut. La forêt en face du ruisseau semblait anormalement calme. Il sentit la piqûre de l'instinct qui lui avait sauvé la vie plus de fois qu'il ne pouvait le compter. Quelque chose l'observait. Il ne pouvait pas le voir, mais la sensation était indubitable. Un poids dans l'air, un changement dans l'atmosphère. Une présence. Il tendit lentement la main vers le cylindre dans son sac, comme s'il s'attendait à ce qu'il réagisse. Il resta silencieux. Pourtant, au moment où son gant effleura le tissu, il sentit à nouveau cette légère vibration, la même pulsation qu'il avait ressentie lorsqu'il l'avait soulevé pour la première fois de la boîte de la ligne de piège. Ses mains se crispèrent. Ces objets étaient liés à celui qui avait pénétré sur son territoire. Et qui qu'il soit, il n'avait rien à faire ici. Marty s'éloigna des rochers, gardant son regard sur la ligne des arbres. Il commença à se diriger vers sa machine à neige d'un pas ferme. La nature sauvage qui avait toujours été son refuge lui semblait maintenant altérée, teintée d'une étrangeté qu'il ne pouvait ni mesurer ni écarter. Il atteignit la machine, la monta et démarra le moteur. Le bruit brisa le calme, faisant trembler la vallée. Tout en roulant, il se remémore les faits, le piège trafiqué, les empreintes inconnues, le tissu imbibé de sang préservé, le cylindre gravé de motifs changeants, l'éclat de métal dans le ruisseau, et les grandes empreintes inexplicables près de la rive opposée. Il était tombé sur quelque chose fabriqué par des mains qu'il ne comprenait pas encore, et la vérité la plus profonde le rongeait. Rien de tout cela n'appartenait au rythme de la nature sauvage qu'il avait connue toute sa vie. Quelque chose d'étranger y avait pénétré, quelque chose qui ne devrait pas exister ici du tout. Il a accéléré en direction de sa cabine, la neige giclant derrière la machine. Il n'a pas regardé la ligne d'arbres une seule fois, car il savait ce qu'il ressentirait s'il le faisait. Regarder, observer, calculer. Marty a laissé tourner le moteur jusqu'à ce que les arbres s'éclaircissent et que la silhouette de sa cabane se découpe sur la pâleur de l'après-midi. Le retour à la maison ressemblait à un transport de contrebande dans une ville endormie. Chaque bosse sur la piste semblait plus bruyante. Le poids contre sa colonne vertébrale lui rappelait constamment qu'il avait franchi une ligne qu'il ne comprenait pas. Il coupa le moteur et se laissa envahir par le silence. Pendant un moment, il resta debout, écoutant la cabine respirer. À l'intérieur, il y aurait de la chaleur, une bouilloire. Le confort d'outils alignés comme de vieux amis. À l'extérieur, la géométrie incertaine d'un métal étranger et d'un sang décoloré. Il prit le paquet et se dirigea vers la porte. L'intérieur sentait la fumée de bois et le café. Rick, qui était resté pour la semaine afin d'aider à réparer une clôture, leva les yeux de la table et aperçut le visage de Marty. Il n'y avait pas besoin de mots. Rick s'est levé et l'a rejoint à mi-chemin, les mains fermes et exercées,
Marty a posé le paquet et a déballé le cylindre sur la table comme s'il procédait à une petite exhumation privée. Rick l'a encerclé une fois et a dit ce que tous les pionniers savent sans dire grand-chose d'autre. Où l'avez-vous trouvé, Marty a raconté l'histoire en termes clairs, sans rien omettre de ce qui importait. Il a parlé de la boîte dans la neige, des pièges altérés, du morceau de tissu déchiré. Il a décrit la façon dont le métal avait bourdonné sous son gant, la façon dont les motifs semblaient se déplacer. Rick a écouté. Il a posé des questions que seul un homme ayant passé des dizaines d'années dans un pays brut pouvait poser. Y avait-il des avions? Quelqu'un avait-il campé dans les environs? Avez-vous appelé les gendarmes? Marty a répondu. Pas d'avion, pas de campeurs. Et les soldats mettraient plus d'une journée à le rejoindre. Ici, une journée peut transformer une histoire en une scène de tragédie. Un assistant de production de la série avait appelé plus tôt dans la matinée lorsque Marty avait eu un faible signal. Ils avaient laissé un message lui demandant s'il voulait qu'une équipe de tournage vienne pour le prochain épisode. Au début, Marty avait ri, mais aujourd'hui le rire lui paraissait bien mince. Il compose le numéro et l'assistant décroche à la deuxième sonnerie. La voix à l'autre bout du fil est prudente et un peu excitée. Nous pouvons envoyer quelqu'un pour documenter ce que vous avez trouvé, dit-on. C'est un peu le moment qui fait une saison. Marty a hésité. Il a pensé au cylindre sur la table et au contrat privé entre un homme et la nature. Il a pensé au tissu et à la possibilité que quelqu'un soit blessé. Il a pensé à la chaîne et à son appétit pour le suspense. Finalement, il a accepté qu'une petite équipe vienne dans sa cabane le lendemain, non pas pour dramatiser, mais pour enregistrer. Il voulait un témoignage, pas un spectacle. Ce soir-là, ils s'assirent tous les trois autour de la table avec des cartes et du café. Le cylindre était assis entre eux comme une troisième présence. Rick propose de tester les matériaux sur le terrain comme ils le font toujours, avec le matériel, la chaleur, la contrainte, l'immersion. Marty s'y oppose. Si cela a causé du tort, cela peut encore être dangereux. Il ne voulait pas être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre était blessé. Ils se sont disputés jusqu'à ce que la lumière de la lampe projette de longs visages sur le mur. Finalement, ils ont accepté de photographier, de documenter et d'appeler les gendarmes à la première heure du matin. Marty remit le cylindre en tissu et l'enferma dans le petit coffre-fort qu'il gardait pour les munitions. Il se sentait idiot de faire cela comme s'il avait mis en boîte une chose qui voulait partir. Dans les heures sombres, la cabane jouait un rôle différent. Il est devenu une salle de preuve, une cabine d'aveu, un lieu où les questions sont en gestation. Marty n'a pas pu dormir. Il est sorti et a parcouru le périmètre comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant, testant l'air de la nuit comme un animal patient. Il imagine le visiteur qui a eu l'imprudence de laisser une trace. Il imagine les raisons. La curiosité suivie des conséquences de la curiosité. Un test qui a mal tourné un animal attiré par une odeur ou quelque chose de délibéré qui n'a rien à voir avec la curiosité. L'aube a apporté avec elle la mince lumière bleue d'un ciel qui refusait de se réchauffer. Le directeur de production est arrivé le premier petit et désolé d'avoir gâché un moment sérieux avec la logistique du tournage. Il était accompagné d'un photographe et d'un opérateur de son. Ils se sont assis tranquillement respectueux comme s'ils s'introduisaient dans un hôtel. L'équipe avait déjà travaillé avec Marty et savait comment se déplacer dans sa vie sans la briser. Le producteur plus âgé et précis a posé une série de questions pratiques sur la chaîne de contrôle et la nécessité de ne pas tout contaminer. Marty a répondu. Il les a laissés photographier la boîte à l'endroit où il l'avait trouvée, le cylindre emballé et étiqueté le tissu placé sur un drap stérile. Ils ont filmé ses mains alors qu'il traçait les marques. La caméra a filmé un homme à la fois ordinaire et involontairement au cœur de quelque chose d'opaque. Derrière l'objectif, l'équipe a murmuré à propos des récits. Le photographe a murmuré qu'un moment comme celui-ci était la raison pour laquelle les gens écoutaient les histoires de la nature sauvage, un mélange de vulnérabilité humaine et d'inconnu. Le preneur de son, qui s'est fait les dents sur des documentaires de recherche et de sauvetage, ressent une tension différente. Il a vu des salles de preuve, il a senti le poids d'objets qui signifient des vies. Il leur a suggéré de ralentir et de laisser la scène respirer. Pendant les pauses, la petite équipe a fait ce que font les professionnels, elle a catalogué. Ils ont photographié des gros plans. Ils ont étiqueté. Ils ont gardé leurs mains douces et leurs questions pointues. Les policiers sont arrivés en fin d'après-midi. 2 hommes en parka efficaces d'une manière que la forêt n'avait jamais enseignée et que les caméras du réseau n'avaient jamais scénarisé. Ils ont pris le cylindre avec des mains gantées et l'ont placé dans un sac de preuves scellé.
Ils ont demandé à Marty et à Rick de raconter la chronologie des faits. Ils ont pris des notes et se sont renseignés sur les autres objets manquants dans la boîte de la ligne de piège. Ils ont contacté par radio un bureau central pour demander une équipe de médecins légistes, mais le ton du répartiteur indiquait clairement que de telles ressources seraient acheminées depuis la ville la plus proche, ce qui représentait un long trajet par la route et un trajet encore plus long par la neige. Les soldats respectent la chaîne de contrôle et la cadence rurale. Ils croient que la nature sauvage recèle des secrets et que ces secrets doivent être traités avec patience. Ce soir-là, après le départ des caméras et le rangement du matériel par les soldats, Marty s'assoit seul avec l'écho de la journée. Il avait voulu être témoin. Il ne s'attendait pas à ce que le monde se penche sur lui. Le cylindre avait été catalogué et enlevé. Le tissu avait été mis en sac. Quelqu'un quelque part allait faire des tests. Il se sentait à la fois soulagé et exposé. La présence de l'équipage avait transformé un trouble privé en une question publique. Il pensa au motif. Il pensa à la possibilité que l'objet ne soit pas de ce monde, une pensée qu'il repoussa parce qu'elle ressemblait à une histoire et que les histoires étaient une monnaie différente des preuves. Dans le calme de la cabane, il s'autorisa une concession à la peur. Que se passerait-il si ceux qui se trouvaient à la ligne de piégeage revenaient et voyaient que leur perte était maintenant connue? Que se passerait-il s'ils revenaient pour récupérer ce qu'ils pensaient leur appartenir? Ils ne pouvaient pas savoir. Il ne pouvait que se préparer. Il vérifia ses armes et prépara des rations supplémentaires. Il verrouilla la porte et installa une chaise près de la fenêtre d'où il pouvait observer la ligne d'arbres qui marquait la limite de son monde. À l'extérieur, la forêt tenait son conseil. À l'intérieur, les lumières brûlaient comme si elles attendaient une réponse. Le retour à la ligne de trappe. Le matin suivant se leva à contre-cœur ses minces lumières glissant sur l'intérieur comme un témoin réticent. Marty Majorotto se tenait à la fenêtre de la cabine, la vapeur s'échappant de sa tasse, observant la ligne d'arbres comme si elle pouvait parler en premier. Les soldats sont partis, l'équipe de production est rentrée en ville, et Rick emballe son matériel sans grande conviction. Pourtant, même si les preuves ont été retirées et que le cylindre a été enfermé à des kilomètres d'ici, Marty sent que quelque chose continue à se presser aux limites du monde. Il sent que des affaires inachevées attendent là où le gel n'a pas encore fondu. Rick a essayé de le dissuader de retourner à la ligne de piège, insistant pour qu'ils attendent des nouvelles des troopers. Mais Marty savait que les retards étaient un luxe que les hommes des régions sauvages ne pouvaient pas se permettre. Une ligne de piégeage n'est pas seulement un itinéraire, c'est un pacte avec la terre et avec les animaux qui la traversent. Si quelqu'un avait altéré ce pacte, il fallait comprendre la brèche avant qu'elle ne se transforme en quelque chose de plus grave. Dans la brousse, la responsabilité ne se mesurait pas en heures, mais en instincts aiguisés par d'innombrables hivers. Marty avait appris à faire confiance à cet instinct plus qu'à n'importe quel rapport officiel. Ils chargent leur machine dans un rythme silencieux, né d'années de travail côte à côte dans un froid qui punit l'hésitation. Avant de monter sa machine, Marty vérifie 2 fois la porte de la cabine, non pas par doute, mais par un sentiment de finalité. Il sent qu'il recule vers quelque chose qu'il a déjà choisi. Le temps que les moteurs démarrent, le soleil s'est levé au-dessus de la cime des arbres, projetant de longues ombres bleues sur la neige. Marty a guidé la machine de tête sur le sentier familier, tandis que Rick la suivait, leurs moteurs se fondant en un seul son, défiant l'immobilité. Le trajet jusqu'au premier piège a semblé modifié, comme si la terre s'était légèrement déplacée pendant la nuit. Les arbres semblaient plus proches. L'air était chargé d'une tension qui semblait vivante sous le froid. Lorsque Marty descendit de sa monture et s'approcha du piège, il vit immédiatement qu'il n'avait pas été dérangé de nouveau. Aucune empreinte, aucune altération, aucun signe d'intrusion. Le soulagement monte un instant, mais il disparaît dès que son regard glisse vers l'autre côté de la clairière. Là, coupant la neige en un large arc de cercle, il y a une trace de traînée. Pas une empreinte de pas, pas une piste d'animal. Un lourd fardeau avait été tiré par ici, creusant une ligne profonde qui disparaissait dans la forêt au-delà. Ils la suivirent dans les arbres, avançant plus lentement maintenant, écoutant tout ce qui pouvait rompre le silence artificiel. La neige était tombée pendant la nuit, mais la perturbation restait claire, un chemin coupé par le poids et l'urgence. La traînée les ramenait à la crique gelée, où Marty avait trouvé le premier tesson de métal. La dépression où reposait un grand conteneur était encore visible, mais elle était maintenant partiellement remplie. Quelqu'un était revenu, avait tenté grossièrement de dissimuler sa présence et avait travaillé à la hâte.
Marty s'agenouilla et balaya la neige, étudiant les arêtes tranchantes qui se trouvaient en dessous. Celui qui était revenu était là depuis peu, peut-être quelques heures avant eux. Les hommes traversèrent le ruisseau et suivirent le sentier plus loin dans l'épicéa. Les marques devenaient plus profondes, comme si le porteur était devenu plus difficile à déplacer. Les branches avaient craqué sous la pression. La neige avait été balayée en bandes irrégulières. La terre se souvenait de chaque détail, et son histoire était orientée vers la lutte. Puis tout aussi soudainement qu'elle avait commencé la piste s'est arrêtée. Elle ne s'est pas évanouie ou dispersée, elle s'est simplement arrêtée à côté d'un affleurement rocheux déchiqueté, ne laissant aucun signe de départ. La neige au-delà était lisse, intacte et d'une propreté impossible. Rick jura doucement. Marty sentit son estomac se serrer. Ce n'était pas le travail de quelqu'un d'inexpérimenté. Il s'agissait d'un enlèvement délibéré sans trace. Marty balaya la zone du regard étudiant, les ombres, les angles et les petites anomalies de la surface de la neige. C'est alors qu'il aperçut l'éclat. Près de la base d'un épicéa reposait un second fragment de métal plus petit que le premier et cisaillé sur un bord. Il s'accroupit, le souleva avec précaution et examina les mêmes étranges motifs gravés sur sa surface. Sous la faible lumière du matin, le fragment scintillait avec une subtilité peu naturelle, comme s'il répondait à quelque chose d'invisible. Rick s'approcha lentement, son souffle brouillant l'air, et marmonna qu'aucun soldat ou randonneur ne laisserait tomber quelque chose comme ça. Marty était d'accord. Cela appartenait à ceux qui avaient visité sa ligne de piège. Il plaça le fragment dans une pochette de son manteau. Ce faisant, il sentit un léger tremblement dans l'air autour de lui, non pas une vibration de l'objet, mais une présence de pression insonore. La forêt sembla se rapprocher avec lui. Un malaise instinctif remontait le long de sa colonne vertébrale. La même sensation que la veille était de retour plus forte maintenant, comme si l'observateur invisible s'était rapproché. Rick lui tapa sur l'épaule et pointa du doigt la ligne des arbres. Marty se retourna et ne perçut qu'un léger mouvement, une ombre qui se faufilait entre deux arbres avant de se dissoudre à nouveau dans l'immobilité. Elle disparut avant qu'il ait pu en saisir la forme. Pendant un long moment, aucun des deux hommes ne parla. Le silence qui régnait autour d'eux se transformait en quelque chose de plus qu'une absence de bruit. Il semblait intentionnel de la même manière que le calme s'installe dans une clairière après qu'un prédateur l'ait traversée. Marty sentait que la forêt l'observait, le mesurait, retenait des explications comme seule une terre aussi ancienne pouvait le faire. Finalement, il fit signe vers les machines. Ils avaient vu tout ce qu'ils devaient voir pour la journée. Il ne servait à rien de s'aventurer plus loin dans les limites où ils avaient buté. Même Rick, qui a toujours cru en la pureté des preuves, ne discute pas. La nature sauvage a exprimé son refus. Le retour à la cabane se déroule dans un calme inquiétant. Les machines semblaient plus petites sous le poids des questions sans réponse qu'elles portaient. Le vent coupait à travers leurs manteaux, mais ne parvenait pas à faire disparaître le sentiment que la forêt n'en avait pas fini avec eux. Lorsqu'ils atteignirent la clairière près de la cabane, Marty descendit lentement de sa monture, laissant le calme s'installer autour de lui. Il scruta la ligne de crête, s'attendant à un mouvement, à des yeux qui l'observaient à l'abri des arbres. Rien ne bougea, pas de trace. Aucune présence, seulement le calme d'un pays froid qui reprend son masque familier. Mais Marty n'avait plus confiance dans le calme. Il savait que la terre avait des limites et que quelque chose avait franchi l'une d'entre elles. Ce qui était retourné à la ligne de piège avait récupéré ce qu'il voulait dissimuler ses traces et laissé des fragments derrière lui comme une piste cryptée. La nature sauvage lui avait donné des signes, mais pas de réponse. Et maintenant elle attendait comme si le prochain mouvement ne lui appartenait plus entièrement. La nuit, la forêt respirait. La lumière s'est éteinte tôt ce soir-là, passant de l'or pâle à un bleu pâle, qui s'accrochait aux crêtes comme un avertissement. Marty Majorotto a allumé les lampes de la cabine une à une, chaque lueur, repoussant les ombres seulement un peu, jamais assez. Rick était parti 1 heure plus tôt, ayant besoin de retourner à sa propre ligne avant que la température ne chute. Maintenant, la cabine est silencieuse, à l'exception du bruit sourd du poêle à bois. Les événements de la journée se repliaient sur eux-mêmes dans l'esprit de Marty Lourd, comme de la neige mouillée. Les traces de traîner la piste disparues, le deuxième fragment, le mouvement fugace entre les arbres. La terre lui avait montré des vérités, mais elles étaient dispersées, comme les morceaux d'un signal brisé. Il sentit qu'il n'avait pas atteint la fin de quoi que ce soit, seulement un seuil. Il se déplaça dans la cabine, vérifiant les serrures, non pas parce qu'il croyait qu'elles pouvaient arrêter ce qui avait été là, mais parce que le rituel comptait quand la certitude échouait.
Dehors, la nuit se resserrait autour des fenêtres. Le froid devenait plus vif, faisant ressortir les étoiles. Marty sentait la nature sauvage se rapprocher non pas hostile, mais attentive comme un animal accroupi juste derrière la lumière du feu. Il s'assit à la table et déplia la carte traçant l'endroit où le sentier s'arrêtait. La géographie n'offrait aucune explication. Pas de tunnels fluviaux, pas de chutes soudaines, pas de grottes cachées. Quiconque, ou quoi que ce soit, s'était déplacé sur ces terres en avait effacé la sortie avec précision. Il se prépara un café et laissa la chaleur le rassurer. Il n'était pas un homme enclin à la panique ou à l'imagination. Ses années passées à l'intérieur du pays lui avaient appris à distinguer la peur du signal, la superstition des faits. Pourtant ce soir les limites lui semblaient floues. Les fragments dans la poche de son manteau semblaient vibrer faiblement, mais il savait qu'il ne pouvait s'agir que de nerfs. Il dégagea la pochette et la posa sur la table, la fixant comme si elle pouvait lui répondre. Les motifs gravés dans le métal ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait manipulé. Même au cours des années où des avions écrasés et des reliques minières abandonnées passaient occasionnellement dans sa ligne, ces marques étaient délibérées, méticuleuses, presque mathématiques. Ils ne se sentaient pas à leur place dans ce paysage primitif, comme si l'on apportait du feu dans une pièce remplie de poudre. Un son lointain traversa les murs de la cabane suffisamment doux pour que Marty le considère presque comme du vent. Mais la deuxième fois qu'il l'entendit, il se leva. Le bruit était faible, une résonance sourde, comme si quelque chose de lourd se déplaçait sur le sol. Il s'approcha de la fenêtre en prenant soin de ne pas déranger les rideaux et jeta un coup d'œil dans l'obscurité. La ligne d'arbres restait immobile. Aucune silhouette, aucun mouvement, seulement des formes noires et la lumière froide de la lune. Pourtant, il sentit à nouveau la présence indubitable et plus proche qu'auparavant. La forêt respirait, attendait, l'écoutait autant qu'il l'écoutait. Il récupéra son fusil et s'avança au centre de la pièce, ne levant pas l'arme, mais s'ancrant avec elle. Il n'avait pas ressenti ce genre de vigilance depuis les premiers jours de la trappe, quand il croyait encore que les bois jugeaient un homme avant de l'accepter. Dans le silence, il se souvient des histoires que les anciens murmuraient autrefois, des histoires qui ne parlaient pas d'esprit, mais de la réaction de la terre aux intrusions. La nature sauvage, disait-il, avait de la mémoire. Elle protégeait ce qu'elle contenait. Marty se demanda si le malaise de la forêt n'était pas dirigé contre lui, mais contre ceux qui avaient traversé sa ligne de piège. La lanterne vacilla alors une fois puis deux, non par manque de combustible, non par tirage. La flamme baissa comme si elle réagissait à un subtil changement de pression. Le pouls de Marty s'est stabilisé. Il s'est de nouveau approché de la fenêtre. Cette fois, il l'a vue. Une brève distorsion au bord de la clairière, là où l'ombre rencontre la neige. Pas une silhouette, pas une créature. Plutôt une ondulation dans l'air, une flexion de l'obscurité qui ne dura pas plus d'un battement de cœur avant de se dissoudre dans l'immobilité. Sa respiration ralentit. La cabane lui parut soudain plus petite, ses murs de bois n'étant plus une assurance, mais une simple frontière entre lui et quelque chose d'immense. Il resta parfaitement immobile, écoutant un silence si complet qu'il semblait sculpté. La distorsion ne revint pas, mais la présence resta dense et délibérée. Ce n'était pas la présence d'un prédateur, pas la présence d'un homme. Il avait l'impression que quelque chose l'étudiait avec une intention inconnue. Marty avait passé sa vie dans des pays où la logique maintenait les hommes en vie, mais ce soir, la logique semblait insuffisante. La nature sauvage avait toujours été un endroit où régnaient des lois naturelles. Maintenant, il avait l'impression que l'une de ces lois avait changé. Il parla à voix haute. Une phrase silencieuse destinée plus à lui-même qu'à tout ce qui se trouvait au-delà de la porte. « Si vous vouliez quelque chose, vous l'aviez déjà pris. » Le son de sa propre voix le rassurait. Il lui rappelait que même face à l'inconnu, il restait ancré dans la réalité. L'objet inconnu a disparu. Les fragments sont restés. Et la forêt a réagi non pas par la violence, mais par l'observation. Il se demandait s'il s'agissait d'un moment limite qui s'estomperait au matin ou si quelque chose avait définitivement changé sur sa ligne. Peu à peu, la pression de l'air s'est relâchée. Le silence s'est adouci. La flamme de la lanterne se stabilisa. Lorsque Marty regarda à nouveau vers la clairière, la présence avait disparu, ramenée dans la forêt, aussi silencieusement qu'elle était venue. Il attendit plusieurs minutes avant d'abaisser son fusil. La nuit retrouve sa cadence naturelle. Les étoiles veillent sans jugement. La nature sauvage reprend son emprise sur la terre. Il s'assit à nouveau à la table, épuisé mais lucide. Il comprenait maintenant qu'il ne s'agissait pas d'un mystère qu'il pouvait poursuivre à l'aveuglette. Ce qui avait traversé la ligne de piège avait laissé des signes intentionnels.
Les fragments faisaient partie d'une histoire plus vaste qui ne lui appartenait pas encore. Il plia la carte, éteignit la lanterne et laissa la cabine redevenir silencieuse. À l'extérieur, la forêt reprenait son rythme ancestral. À l'intérieur, Marty acceptait que certaines réponses ne viendraient que lentement, voire pas du tout. Mais il savait aussi une chose, avec une certitude absolue. Ce qui avait pénétré dans son monde ne l'avait pas fait par hasard, et la Terre l'avait reconnu bien avant lui. Dans le lointain silence de l'Alaska, les mystères s'annoncent rarement, et pourtant, Marty Majorado en a trouvé un gravé dans la neige. La forêt n'offrait que des fragments, laissant la vérité à moitié enfouie. Si des réponses sont apportées, elles le seront en fonction de la nature sauvage. D'ici là, la ligne de trappe attend, renfermant des secrets que seule la Terre peut garder.